Légende de rue épisode 1, les Blacks versus les Gitans, la guerre de gang la plus sanglante de Marseille. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur cette chaîne. Cette série qui s'intitule Légende de rue consistera à raconter des histoires méconnues des gangs de Marseille, de France et du monde entier. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'une des guerres de gangs marseillaises les plus meurtrières des années 2010, une guerre qui a pris racine dans le 13e arrondissement de Marseille et plus précisément dans les cités des Lauriers, des Cyprès, des Cèdres et des Oliviers. Une guerre qui aurait causé plus d'une centaine de morts et de blessés et fait plus d'une fois la une des journaux. Je veux parler de celle du clan des Blacks contre le clan des Gitans. Le clan des Blacks est un gang marseillais originaire du 13e arrondissement de Marseille, plus précisément de la cité des Lauriers. Cette cité qui est localisée dans les quartiers nord de la ville est réputée pour être une grosse plaque tournante du trafic de drogue locale. Ne vous fiez pas à ce joli nom d'arbre, c'est une véritable zone de non-droit. Ce clan est baptisé le clan des Blacks car les leaders de ce clan sont les membres d'une famille comorienne, la famille Ahamada. Les frères Youssouf Ahamada et Oukoutouba Ahamada qui sont les leaders du gang sont actuellement incarcérés et purgent une peine de 12 et 10 ans de prison pour trafic de drogue. Le clan des Gitans quant à lui est un gang également originaire du 13e arrondissement de Marseille et plus précisément de la cité des Cèdres, une petite cité située juste en contrebas de celle des Lauriers. La cité des Cèdres était à cette époque une cité extrêmement délabrée et extrêmement dangereuse. Il n'était pas rare de voir des gens se faire voler, poignarder ou encore assassiner. Le clan des Gitans est baptisé comme ceci car les deux leaders du clan sont deux frères d'origine gitane, Nicolas et François Bingler. Tout comme les Ahamada, les Binglers sont actuellement incarcérés et purgent une peine de 20 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Beaucoup de gens ne le savent pas mais les Binglers et les Ahamada étaient autrefois amis. En effet, les cités des Lauriers et des Cèdres étant littéralement collées, les deux familles se connaissaient et se fréquentaient. Ils ont grandi ensemble, fréquenté les mêmes cours d'école et disputé des dizaines de parties de foot. Les frères Bingler et Ahamada sont par la suite devenus associés et faisaient du business ensemble, mais un jour durant l'année 2008 un différend a divisé les deux familles et depuis ce jour les frères Bingler et les frères Ahamada se mènent une guerre sans merci pour le contrôle du trafic de drogue dans le 13e arrondissement. Tout aurait commencé durant l'été 2008, un homme du gang des Blacks nommé Frédéric Tapia roule tranquillement sur son scooter sur l'avenue Valdonne dans le quartier de Malpassé dans le 13e arrondissement de Marseille quand tout à coup un véhicule prétendument rempli de membres du gang des Gitans arrive à sa hauteur. Un des passagers ouvre le feu, Frédéric Tapia sera alors touché de 10 balles de 9 mm et ne survivra pas à ses blessures. Ceci est le premier meurtre d'une effroyable série qui a secoué la ville de Marseille pendant une dizaine d'années. En représailles à ce meurtre, le gang des Blacks a répondu avec une opération d'une extrême violence. Le 27 janvier 2009, une voiture remplie de membres du gang des Gitans circule dans les quartiers nord de Marseille. La voiture s'arrête alors à une feu rouge sous un pont proche de la gare de Sainte-Marthe aux alentours de minuit 20. Alors que la voiture attend que le feu passe vers un autre véhicule prétendument occupé par des membres du gang des Blacks s'arrête à la même hauteur, les vitres se baissent et c'est le drame. Les occupants de la voiture du gang des Gitans sont criblés de balles de Kalachnikov. Plus de 40 impacts de balles ont été relevés sur la Peugeot. Sur les 5 occupants du véhicule, seulement 2 sont sortiront vivants, les 3 autres sont tous décédés. Après plusieurs autres meurtres et fusillades en guise de représailles entre les deux groupes, arrive l'un des meurtres qui va transformer la ville de Marseille à tout jamais. Je veux bien évidemment parler du meurtre de Jean-Michel Gomez alias Michou. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Que s'est-il passé hier soir à Marseille? Un adolescent de 16 ans a été tué par balle, un enfant de 11 ans a également été pris pour cible. Derrière tout cela, des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. C'était à l'arme automatique, à l'arme lourde, hein. Il y avait pas de... C'était impressionnant, on se serait cru à la guerre. Hein. Le 19 novembre 2010, Michou, 16 ans, un guetteur de la cité des Clos-la-Rose, une cité du 13e arrondissement contrôlée par le gang des Blacks et non loin de la cité Frévalon,
Un autre haut lieu du trafic à cette période est tranquillement à son poste assis sur son habituel fauteuil de guetteur. Il est à peu près 22 heures quand deux véhicules prétendument conduits par les frères Bingler ainsi que leurs associés arrivent dans la cité. Les deux voitures passent devant le jeune guetteur et les occupants d'un des véhicules ouvrent le feu avec une Kalachnikov. Michou meurt sur le coup. Le commando poursuit sa route et fait feu sur un hall d'immeuble dans lequel se trouve un enfant de 11 ans ainsi que sa sœur. L'enfant de 11 ans est touché à plusieurs reprises mais survit miraculeusement. Le commando prend ensuite la fuite dans la pénombre marseillaise. Après les tirs dans la cité, les agresseurs ont ensuite pris pour cible sur l'autoroute un automobiliste qui a été blessé au bras. Ils ont abandonné leur voiture près d'Aix et y ont mis le feu. La police a retrouvé les armes ayant vraisemblablement servi au crime, abandonnées et brûlées dans ces véhicules, 3 Kalachnikov. Ce drame a marqué l'opinion publique en raison de l'âge des victimes, une première en France, et a été énormément relayé dans la presse. Depuis cette tuerie, la ville de Marseille a vu sa réputation se dégrader de manière drastique et malgré les renforts importants de policiers pour lutter contre ces crimes, les meurtres ne cesseront pas et au contraire augmenteront d'année en année. Un an après ce meurtre, les frères Bingler sont arrêtés après avoir kidnappé et séquestré un individu en lui réclamant une rançon d'1 million d'euros, mais l'arrestation des frères Bingler n'a pas pour autant arrêté les tueries et la guerre contre le gang des Blacks est toujours d'actualité. Le 1er novembre 2012, Nassouri Moumadi, un membre du clan des Gitans, se trouve dans un véhicule avec 2 autres personnes dans les quartiers nord de Marseille quand un autre véhicule le bloque contre le trottoir. À partir de là, un 3e véhicule arrive par l'arrière, les occupants descendent et tirent en direction des membres du gang des Gitans, coincés dans leur véhicule. Nassouri ainsi qu'un des passagers sont tués sur le coup, le 3e passager a réussi à s'extirper du véhicule et prendre la fuite. Le responsable de ce double meurtre ne serait autre que Foued Bounas, un proche du gang des Blacks qui se serait vengé de la mort de son frère tué en mars 2012 prétendument par le gang des Gitans. Foued Bounas est actuellement porté disparu depuis 2013, il y a de fortes chances qu'il se soit fait tuer en représailles par le gang des Gitans. Les années passent et les meurtres continuent de s'enchaîner jusqu'au jour où une nouvelle tuerie encore plus sanglante et dramatique que les précédentes va voir le jour. Le 25 octobre 2015, Kamal 15 ans, Mohamed 15 ans, rentre d'un mariage et se dirige dans le hall D de la cité des Lauriers. Là il se retrouve avec un homme de 23 ans. Le hall D de la cité des Lauriers était à cette époque le point de deal du quartier. Il est à peu près 2 heures du matin. C'est l'heure de la fermeture du point du deal. Les 3 jeunes sont dans le hall en train de discuter quand un commando armé d'armes lourdes fait irruption. Les balles fusent. Les 3 jeunes sont touchés à plusieurs reprises. Il n'y aura aucun survivant. La tuerie aurait été effectuée par un membre du gang des Gitans nommé Mohamed Moumadi alias Babouin. C'est le frère de Nassour Moumadi tué en 2012. La police soupçonne Babouin d'avoir participé à ces meurtres mais ils n'auront malheureusement jamais le temps de l'arrêter car à peine 2 semaines plus tard ce dernier se fera tuer d'une manière spectaculaire et ultra violente, peut-être l'un des règlements de compte les plus violents que Marseille ait connu ces 10 dernières années. En effet, quelques jours après la tuerie des Lauriers, Babouin a découvert un tracker GPS sous sa voiture. Le gang des Blacks était activement à ses trousses. Les taux se resserraient de plus en plus. Le 8 novembre 2015, Babouin, Omar Moumadi, Mounira Hamadi et Anthony Costa, tous membres du clan des Gitans, passent la nuit dans un hôtel à Aix-en-Provence. Le lendemain, les 4 associés, inquiets par rapport à la découverte de la balise GPS l'autre jour, décident de déposer l'Audi A5 de Babouin sous une caméra de surveillance dans le 11e arrondissement de Marseille, afin de voir si quelqu'un n'essaierait pas de s'approcher du véhicule, et partent manger à la Ciotat. Quelques heures plus tard, les 4 hommes rentrent chez Babouin, y restent quelques temps puis décident de repartir. Lors de leur départ, Mounir aperçoit une camionnette Ford suspecte avec 2 personnes à l'intérieur. Il essaye de les rattraper mais il n'y arrive pas et prévient les autres. Quelques minutes après, les 4 hommes quittent le domicile avec une BMW grise de location. Durant le trajet, les 4 hommes aperçoivent la camionnette Ford et décident donc de changer leur plan et de suivre le véhicule. Arrivé dans le tunnel Prado Carenage, une autre BMW blanche attend sagement l'arrivée de la BMW de Babouin et ses hommes. Une fois les 2 BMW côte à côte, la BMW blanche baisse ses vitres. Les 2 passagers arrière, cagoulés, tirent à la Kalachnikov sur la BMW de Babouin.
S'ensuit une course-poursuite d'une extrême violence en plein tunnel avec des échanges de tirs provenant de chaque véhicule. El Mounir freine brusquement et entame une marche arrière. Les 4 occupants de la BMW grise sortent du véhicule et prennent finalement la fuite. El Mounir décroche le téléphone d'urgence du tunnel et contacte le PC sécurité à 23h55. Babouin et Anthony Costa eux sont poursuivis à pied par la BMW blanche, ils n'ont plus de balles, la BMW finit par leur rouler dessus, les 2 hommes se relèvent et courent vers l'autre voie mais sont rattrapés par une pluie de balles de AK-47, les 2 hommes s'écroulent, Anthony Costa se fait à nouveau rouler dessus et la BMW prend la fuite. Babouin et Anthony sont tous 2 déclarés morts. Toute l'action a été filmée par des caméras de surveillance, la vidéo est trouvable sur internet. Suite à cette scène d'une incroyable violence, les meurtres n'ont pas cessé de diminuer. Quelques semaines après, le clan des Gitans obtient sa vengeance et élimine Anthony L, un proche des Blacks. La série noire va se poursuivre durant l'année 2016, une des pires années que Marseille ait connue en termes de règlement de compte et de fusillades. Durant cette année, la ville a enregistré une trentaine d'homicides sur fond de trafic de drogue et plus d'une centaine de fusillades. Pour retrouver des chiffres similaires, il faut remonter jusqu'aux années 80. La guerre entre les Blacks et les Gitans reprend dès le 15 janvier 2016, en effet, après le meurtre de Anthony L. Les Blacks cherchent à se venger et c'est Habib Belkacem, 20 ans, membre du gang des Gitans qui va en faire les frais. Habib Belkacem est originaire de la cité Coro, une cité ultra délabrée à moitié à l'abandon digne d'Amérique latine située proche de la cité des Lauriers et des Cèdres. Le soir du 15 janvier 2016, Habib sort du bar des 4 avenues dans le 14e et rejoint son véhicule, une Audi A3. Il a à peine le temps de s'installer qu'un autre véhicule déboule. Un homme en sort et fait feu sur le véhicule d'Habib. Le jeune homme n'a malheureusement aucune chance de s'en sortir et sera atteint de 5 balles d'AK-47. Le clan des Blacks reprend donc le dessus dans cette guerre sans merci mais les représailles vont être plus rapides que prévu. À peine quelques heures après le meurtre, 3 hommes d'une vingtaine d'années, prétendument engagés par le gang de Gitans, déboulent à l'alimentation située en plein cœur de la cité des Cèdres, une alimentation détenue par le gang des Blacks. Les 3 hommes armés de mitrailleuses et armes de poing descendent de leur véhicule et font feu à plusieurs reprises sur la boutique. À ce moment, 6 personnes âgées de 19 à 30 ans se trouvent à l'intérieur. En tout 35 balles ont été tirées, 27 de 9 mm et 8 de calibre 45. Les vitres du commerce se brisent et une des 6 personnes présentes est atteinte de plusieurs balles mais ses jours ne sont pas en danger. Après cet incident, la guerre entre les Blacks et les Gitans a perdu en vitesse grâce notamment aux gros efforts de la police marseillaise qui a réussi à interpeller un bon nombre d'individus au sein de ces 2 gangs. Les meurtres ont diminué peu à peu jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun entre les 2 clans et que leur réseau de drogue respectif soit démantelé. La guerre des Blacks et des Gitans a été l'une des guerres de drogue les plus meurtrières et violentes de la ville de Marseille avec plus d'une centaine de morts et autant de blessés. Mais la fin de cette guerre, même si elle a permis une réduction temporaire des homicides à Marseille, en a fait naître de nouvelles. En effet, les chefs respectifs étant emprisonnés pour de longues durées, les nombreux soldats restants ont fini par se scinder et se faire la guerre entre eux pour le contrôle du trafic, et cette guerre a repris de plus belle en juin 2021 après la mort d'un homme, Younes L. Lors d'un match de foot, Younes aurait fait partie du gang des Blacks mais serait en guerre contre un autre membre du même clan concernant le trafic de drogue de la cité de la Paternelle, un des points de deal les plus lucratifs de la ville en ce moment. Après ce meurtre, 6 autres ont suivi en l'espace de 15 jours. Légende de rue épisode 2, la triste histoire des 3 minots des Micos. L'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode est une des histoires les plus tragiques de ces dernières années dans la cité phocéenne. L'histoire de 3 amis partis de rien et qui avaient un seul rêve, devenir les patrons de Marseille. Nouri, Sonny et Mohamed étaient 3 jeunes Marseillais originaires de la cité des Micocouliers, une petite cité difficile des quartiers nord située dans le 15e arrondissement, l'une des plus tristement célèbres de la ville, qui va connaître l'une des séries de meurtres les plus violentes de ces dernières années. Depuis petit, les 3 amis voient les grands de leur cité vendre de la drogue, avoir des habits chers et de belles voitures, eux aussi veulent la vie de rêve, comme Tony Montana. Le trafic de drogue des Micocouliers est un trafic plutôt rentable à Marseille. Jusqu'en 2009,
Ce trafic est géré par un certain Kader Brouage, habitant du quartier qui a gravi les échelons du trafic local. Comme les autres acteurs de cette série de drames, il a commencé avant 15 ans dans des rôles subalternes, le guet, la vente, le ravitaillement, avant de monter en grade et de devenir une cible. Le père de Kader, Nadir, avait toujours eu la hantise que Kader tourne mal. C'était ses yeux, son fils. Il a tout fait pour le remettre dans le droit chemin. Il l'emmenait au bled de courir toute la journée sur un stade sans boire, il l'attachait 3 jours au lit. À la fin, il priait que Kader soit mis en prison pour le protéger. Ses prières vont être exaucées car Kader ira effectivement en prison, mais ce séjour en prison est peut-être ce qui lui aura coûté la vie. En effet, quand un trafiquant rentre en prison, quelqu'un d'autre prend sa place, et quand il ressort, celui qui a pris sa place ne veut bien évidemment pas la quitter, et c'est là que les problèmes arrivent. Quelque temps après être sorti de prison, le 29 juin 2009, Kader se rend à l'hôtel Campanile à 1h30 du matin pour rejoindre sa copine. Arrivé à l'hôtel, un homme s'approche, encagoulé, un pistolet automatique à la main, sous l'objectif d'une caméra de surveillance qui saisit la scène. J'ai appris la nouvelle par des amis de mon fils. Ils sont venus chercher mon mari, je l'ai suivi avec moi à ma voiture derrière eux. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'aurais jamais pensé à un mort. Le meurtre est assez sauvage. Il est surtout bien organisé. Kader n'a pas le temps de s'enfuir. Il sera atteint de 2 balles, une dans la tête et une dans le cou. Kader aurait été exécuté par un certain Sami, qui a repris le réseau des micocouliers quelque temps après. Nadir, le père de Kader, est devenu fou quand il a appris la mort de son fils et il s'est lancé dans une vendetta sanguinaire. Il a tenté de tuer les responsables de l'assassinat de son fils. Des rumeurs dans le quartier lui indiquent une personne, Nadir va alors la tuer, cependant il s'avère que ce n'était pas la personne responsable du meurtre de Kader. Nadir, dans sa quête de vendetta, commence à déranger Sami et les autres têtes de la cité des micocouliers, alors ces derniers ont pris la décision de le tuer car il dérangeait trop le réseau. Le 27 mai 2010, Nadir va chercher ses enfants à l'école et rentre chez lui. Il ressort vers 17h. Quelques minutes après, sa femme Fouad entend des coups de feu. Son mari Nadir, qui est arrêté, a incédé le passage vers le quartier des Arnavaux est pris dans une fusillade d'une extrême violence. Il n'aura... Le 7 mai 2010, à 6h15, ils vont tuer mon mari. Là, voilà, il y a encore les débris par terre. Ils l'ont suivi, ils l'ont prémédité, ils l'ont suivi de l'autoroute là. Ils ont bloqué une voiture là-bas et il n'a pas eu le temps de rien faire. Il n'aura aucune chance de s'en sortir. La fusillade était tellement violente que Nadir avait le corps complètement arraché. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les tueurs de Nadir et de Kader venaient autrefois tous les jours dans leur maison et mangeaient ensemble. La femme de Nadir croise tout le temps la famille des assassins de son fils et son mari en sortant de chez elle. Débarrassé de ses ennemis, Sami peut tranquillement gérer la cité des micocouliers. Il recrute alors Nouri, Sonny et Mohamed. Cependant, avec le temps, les 3 jeunes veulent plus d'argent et commencent à piquer des sous dans la caisse. Sami s'en rend compte et un différend éclate entre lui et Sonny. Selon des témoins, Sami, armé d'un pistolet 9 mm, part confronter Sonny. Les deux finissent par se bagarrer. Sonny récupère l'arme de Sami et lui tire dans la jambe. C'est l'humiliation pour Sami. Après cet incident, Sonny, Nouri et Mohamed récupèrent le réseau des micocouliers à Sami. Ce sont eux maintenant les patrons comme ils l'ont toujours rêvé. Ils brassent de grosses sommes d'argent, engagent beaucoup de petits du quartier qui les admirent et mènent la belle vie. Mais malheureusement leur règne ne va durer que quelques mois. Sami, après s'être fait humilier, tiré dessus et éjecté de son propre réseau par des gamins plus jeunes que lui, va alors chercher à se venger par tous les moyens. Il va alors rendre visite au patron du réseau de la cité Bassins, les frères Laribi. Lamine et Mehdi Laribi sont 2 frères qui tiennent l'un des plus gros réseaux de drogue à cette époque. Mehdi Laribi, avant de devenir un trafiquant de drogue, était un acteur. Il a notamment joué dans le fameux film Kamsa, un film qui retrace l'histoire d'un jeune gitan dans les quartiers nord de Marseille. Il m'a fait quoi? Quand il était en bas de moi, il me guinchait. Vous savez, il m'a pas poussé, il m'a pas... Et il fallait que moi je dise quoi? Doucement, tu as entendu que j'étais pour rêver. Je vais parler doucement, doucement, j'ai peur que le micro l'entende, je l'ai entendu et tout. Ah ouais, c'est pas bon pour le micro ça. Voilà. Ça en gros l'orthographe. Non, c'est quoi? L'autographe.
150 tarif horaire, 150 le dimanche, 100 la semaine. On change de plomb, les gars. C'est tout. Ah, l'autographe. Non, c'est pas cher. La cité Bassin, c'est une petite cité avec une entrée et une sortie qui engrange des revenus liés au trafic de drogue complètement ahurissant. Les frères Laribi fournissent en drogue énormément de cités aux alentours, notamment celle des Micocouliers. Samy va alors proposer aux frères Laribi un contrat de 150 000 € pour éliminer les 3 minots des Micocouliers. Les frères Laribi, voyant une occasion de se faire une belle somme d'argent et en même temps d'éradiquer des concurrents dangereux, acceptent le contrat. Samy et les frères Laribi vont alors manigancer un plan machiavélique afin d'éliminer les 3 jeunes. Les frères Laribi étant des grossistes, ils fournissent habituellement de la drogue aux 3 jeunes des Micocouliers. Ils vont alors se servir de leur prochain deal avec Nouri, Sonny et Mohamed afin de les éliminer tous les 3. C'était le seul moyen pour eux de tuer les 3 jeunes car ces derniers se savaient menacés par Samy et étaient très vigilants dans leurs déplacements. Le 12 septembre 2012, Nouri, Sonny et Mohamed se rendent à la cité Bassin à bord d'une Audi A3 avec 60 000 € sur eux pour acheter de la drogue aux frères Laribi. Arrivés sur les lieux, ne se pensant pas menacés car ils connaissaient les fournisseurs, les 3 jeunes sont conduits dans la cour d'une école maternelle désaffectée qui sert d'ordinaire de stand de tir. Regardez, il y a des gens qui ont des bacs à sable. Regardez ce qu'on a, nous, dans notre cité. Franchement, c'est vachement triste. C'était une école maternelle. Je vous jure que c'était l'une des écoles la plus propre et la plus géniale de Marseille. Et toi, t'étais ici à l'école? Oui, j'étais là à l'école, oui. Et en fait, ils ont construit un pass. C'est un commissariat, ça. Puis ils sont tous les 3 exécutés de sang-froid par l'un des 2 frères, Lamine, en présence d'un certain Gros Dédé et d'un Joe. L'un de ces hommes ramasse les douilles, puis la voiture des 3 jeunes assassinés est conduite avec le corps des victimes au Pen Mirabeau pour y être incendié, afin d'éliminer d'éventuelles traces ADN. Une exécution quasi parfaite. Malheureusement pour Samy et les frères Laribi, plusieurs témoins sous X sont permis aux enquêteurs de remonter leurs traces et finalement de les appréhender. Les 3 compères seront par la suite condamnés à 25 ans de réclusion criminelle. Cette histoire nous apprend que, vivre dans la pauvreté, dans une cité difficile, n'est pas chose aisée, mais le chemin de la drogue ne débouche que sur 2 issues, la mort ou la prison. Nouri, 19 ans Sonny, 20 ans et Mohamed, 19 ans rêvaient de devenir les patrons de la rue à l'instar de Tony Montana, mais comme ce dernier, ils se sont fait tuer alors qu'ils étaient au sommet. La ville de Marseille a connu, connaît et connaîtra toujours ce genre d'histoire d'une infinie tristesse. Ainsi va Quand la violence s'invite une fois de plus encore à la une de l'actualité à Marseille. La nuit dernière, c'est une jeune fille de 17 ans inconnue des services de police qui a été tuée par balle à cette... Regain de violence dans la cité phocéenne sur fond de trafic de stupéfiants et de règlement de compte. Alors que les homicides se multiplient à Marseille, 3 règlements de compte rien que le week-end dernier, déjà 10 morts depuis le début du mois. Des tirs de Kalachnikov ont résonné la nuit dernière à Marseille. Un homme est mort, une femme a été grièvement blessée dans ce qui ressemble beaucoup à un nouveau règlement de compte. Partons maintenant à Marseille, ville malheureusement habituée au règlement de compte dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Mais celui qui a coûté la vie à un jeune homme hier soir s'est produit dans un contexte, vous allez voir, très particulier. Alors qu'un tournoi de football intercité très populaire avait lieu, un commando en voiture a ouvert le feu juste devant le stade. Les spectateurs ont dû être évacués. Votre reportage est édifiant. 10 morts sur les 20 derniers jours. Moi, de mémoire de policier marseillais depuis plus de 22 ans que je suis sur la ville, je n'avais jamais vu ça. Donc on peut se rendre compte qu'en ce moment, il y a une recrudescence de ces meurtres par balle, de ces règlements de compte, tout ça sur fond de trafic de stupéfiants, et tout ça également sur fond d'argent sale, facile et extrêmement important, qui fait rêver beaucoup de jeunes de ces quartiers et qui ne pensent qu'à une chose, c'est récupérer un point de trafic de stupes et preuve année qu'ils sont prêts à tout aujourd'hui pour récupérer ces points de vente. Légende de rue édition spéciale. 2021, l'été le plus meurtrier de Marseille.
Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas un épisode comme les autres mais plutôt un épisode d'actualité. En effet, durant les 2 derniers mois, la ville de Marseille a connu un des épisodes de violence le plus extrême de ces dernières années. En un peu plus de 1 mois, il y a eu environ une vingtaine de règlements de compte et tentatives de règlement de compte qui ont causé près de 15 morts et blessés, ce qui fait à peu près un mort tous les 2 jours. L'été est très chaud et je ne parle pas de température. Ces chiffres s'expliquent notamment par une guérilla explosive entre 2 cités du 14 et 15e arrondissement, Bassins et la Paternelle, mais également d'autres conflits notamment dans la cité des Hirondelles et des Oliviers, et aussi, une guerre liée au trafic de cigarettes dans le 15e arrondissement. Je vais essayer de vous retracer les éléments de cette tuerie afin d'avoir une meilleure compréhension des faits. Bassins et la Paternelle sont 2 cités assez petites mais qui sont connues pour posséder de gros réseaux de trafic de drogue. La Paternelle est un des réseaux les plus importants en 2021. Le réseau est actif 24 heures sur 24. Il y a des guetteurs même à 5 heures du matin. Bassins est un réseau historique de Marseille qui fut autrefois le plus gros réseau. Aujourd'hui, il est dans la moyenne des réseaux marseillais. Les 2 cités sont situées à seulement 2 arrêts de bus l'une de l'autre, donc forcément ce sont de très gros concurrents. De plus, la cité Bassins est alliée avec celle des Micocouliers, ce qui fait que la Paternelle doit tenir face à ces 2 cités qui n'hésitent pas à utiliser les armes pour prendre le dessus sur le trafic. Depuis plusieurs mois déjà, il y a de fortes tensions entre les 2 quartiers, comme on peut le voir dans une vidéo de Nono qui explique qu'ils se sont fait tirer dessus lors d'un tournage de sa vidéo 24 heures dans la peau d'un guetteur. Cette fusillade est justement liée à ces tensions. T'es guetteur? Je suis passé de guetteur à youtubeur, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les guetteurs. De base, je l'ai fait dans un autre quartier à Bassins, à Marseille. Ça s'est mal passé. À la première heure, je me suis fait tirer dessus, moi et mon pote. Il a pris une balle dans l'épaule. Les mecs étaient en train de tourner ma vidéo 24 heures en tant que guetteur. Mais il s'est passé un petit truc, je sais pas, il y a une voiture qui est venue, il a commencé à nous tirer dessus. J'ai pas pu tourner la vidéo, j'ai fait à Campagne-l'Évêque. Là, j'ai pu tourner la vidéo et faire le vrai 24 heures dans la peau d'un guetteur. Il y a eu beaucoup de fusillades d'intimidation avec des commandos qui vont d'une cité à l'autre pour tirer en l'air ou sur les murs mais pas encore d'homicide. Le premier événement marquant a lieu le 21 juin 2021. En effet, un promeneur découvre un jeune homme de 23 ans, nu et une cuisse trouée par une balle, dans une décharge à Septem-les-Vallons. Il a subi un calvaire de plusieurs heures. Le jeune est un jeune originaire de la ville de Tours. Il s'est rendu à Marseille avec pour objectif de devenir dealer de drogue et se faire un peu d'argent. Il s'est donc rendu à la cité de la Paternelle afin de vendre de la drogue pour eux, mais les gérants de la Paternelle sont complètement parano. Ils ont cru que le jeune était un espion envoyé par Bassins afin de les espionner. Ils ont alors jeté le jeune dans un coffre de voiture et l'ont emmené dans la décharge pour le déshabiller, le tabasser, ainsi que lui tirer dans la jambe. Il devait finir par lui tirer dans la tête mais l'arme s'est enrayée alors ils l'ont finalement laissé tout nu dans la nature. Grâce au témoignage du jeune homme, les policiers retrouvent le véhicule des suspects et le prennent en filature. Ils finissent par interpeller 2 hommes de 26 et 27 ans connus notamment pour un meurtre en bande organisé dans une maison de la Savine. Dans leur fuite, les jeunes hommes ont tenté de jeter un sac contenant 2 AK-47 ainsi que les habits du jeune homme. Après cet événement, la vraie guerre va alors débuter. Tout commence le 25 juin 2021, c'est le jour de la H-Cup. La H-Cup est un tournoi interquartier organisé à Marseille. Younes, un homme de 32 ans, joue pour l'équipe de Malpassé. Aux alentours de 20h, lui et un autre joueur sortent du stade après leur match pour discuter. Ils sont toujours en short et crampons quand une voiture arrive en trombe. La vitre se baisse et un des occupants du véhicule vide son chargeur de 9 mm sur Younes et son ami. Les 2 jeunes reçoivent plusieurs balles à la tête et au thorax. Younes décède sur le coup, l'autre jeune est dans un état critique mais survit. C'est le début de la série noire. Younes était un ancien membre du clan des Blacks qui avait été libéré de prison il y a quelque temps. Selon les rumeurs, son meurtre serait lié à une nouvelle guerre entre 2 cités légendaires de Marseille, Bassins et la Paternelle. Younes était apparemment un des chefs du réseau de la Paternelle, et selon les rumeurs, il se serait fait tuer par ceux qui tiennent Bassins. Le 28 juin 2021, soit 3 jours après le meurtre de Younes, ce qui semblerait être une vengeance de la Paternelle va se dérouler à Bassins.
Le match France-Suisse vient juste de terminer, la France est éliminée de l'Euro. Au même moment, un homme arrive au réseau de la cité Bassins et demande à voir le gérant. Le gérant de 20 ans se présente alors accompagné d'un autre jeune de 19 ans. L'homme sur la moto va alors ouvrir le feu sur les deux jeunes sans dire un mot. Le jeune de 20 ans sera tué de plusieurs balles tandis que celui de 19 ans sera atteint au bras. Mais la soirée meurtrière n'est pas terminée parce qu'au même moment, à la cité Frévalon, un jeune de 23 ans se trouve devant le bâtiment quand un homme dans un véhicule va lui tirer dans la tête. Le jeune de 23 ans sera malheureusement prononcé mort. Le meurtre de Bassins est certainement lié à la guerre avec la paternelle. Pour celui de Frévalon, rien n'est moins sûr. Quelques jours après, la poudre va encore parler. Le 5 juillet 2021, un homme de 34 ans se trouve avec sa femme dans sa Audi A1 au cœur de la cité des Hirondelles, une cité du 13e arrondissement située en face des Oliviers A. Quand deux hommes arrivent avec des fusils d'assaut et mitraillent l'homme qui va décéder instantanément, sa femme sera atteinte de plusieurs balles dans le dos en tentant de fuir. Heureusement, elle survivra à ses blessures. C'est déjà le 4e meurtre en une semaine. L'homme tué appartenait anciennement au clan des Gitans, mais on ne sait pas encore si ce meurtre est lié au conflit avec la paternelle et Bassins. Cela pourrait éventuellement être une histoire avec les Oliviers A. 2 jours après seulement, une femme conduit une Fiat 500 accompagnée de son copain, un jeune homme, et de Kautar, une jeune fille de 17 ans qui venait d'avoir son bac. La Fiat appartient à la sœur de Kautar qui l'a prêtée à une amie. Cette amie devait déposer Kautar à Aix-en-Provence, mais d'abord le jeune homme doit aller à un rendez-vous pour récupérer de l'argent. La Fiat se gare alors sur le lieu du rendez-vous quand une autre voiture arrive. 2 hommes à l'intérieur sortent du véhicule et font feu avec une Kalachnikov et un fusil à cadencier et ne cherchent pas à comprendre, ils tirent dans le tas. Le jeune homme arrive à se mettre en boule sous le siège, il sera atteint d'une balle à l'épaule mais Kautar n'a pas le temps de se cacher, elle recevra 3 balles dans la tête. La pauvre jeune fille est malheureusement décédée. Ce meurtre est loin d'être du travail de pro. Selon la police, ce sont des amateurs. Le jeune homme visé serait lié au conflit entre Bassins et la paternelle. Le même jour, seulement quelques heures après ce sordide meurtre, un homme qui se trouve sur l'avenue de Frévalon va subir le même sort. L'homme est dans le parking de la résidence Le Domaine des Fleurs à 100 mètres de la cité Frévalon. Il est dans sa Renault Mégane quand il va se faire cribler de balles d'une rafale de AK-47. Mais cette journée folle n'est pas terminée car seulement quelques heures après un commando armé surgisse dans la cité de Fontvert et ouvre le feu avec une Kalachnikov sans faire de victimes. Ce meurtre de l'avenue Frévalon serait également lié à la guérilla entre la paternelle et Bassins. Cela fait 6 meurtres en 12 jours. Le 9 juillet, un adolescent de 18 ans meurt par balle après une embrouille à la cité des Escourtines dans les quartiers sud de Marseille. L'embrouille serait liée à un différend entre les guetteurs, les dealers et les habitants du quartier. 3 autres personnes ont également reçu des coups de couteau dans cette histoire. Cet après-midi, on était chez mon ami et en gros, on était en train de manger tout ça et on a entendu des coups de feu qui ont été pas très loin, donc juste là. Et on a appris qu'il y a eu un règlement de compte juste en bas ici, donc quelqu'un qui est mort, un blessé grave. Et à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant. Ça rassure pas, hein, on va pas vous mentir, ça rassure pas, hein, mais bon après... Quand on n'a rien à se reprocher, il y a franchement rien à craindre ici. Si à Marseille... Bon, en ce moment à Marseille, ça y va, ouais. C'est vrai qu'en ce moment, dans tout Marseille, là, on est en train d'entendre un peu partout que des meurtres et tout, là, donc c'est vrai que ça rassure pas trop. Mais bon, bon. Après, comme il a dit, si on n'a rien à se reprocher ici, il n'y a pas de raison de craindre quelque chose. Mis à part une balle perdue, mais bon, ça après, on peut rien y faire. Le 23 juillet, un homme de 26 ans nommé Ibrahim se trouve dans la cité des Oliviers A. Quand un ou plusieurs hommes arrivent et lui tirent dessus à une quinzaine de reprises, il sera malheureusement décédé. Ibrahim viendrait apparemment d'une famille très connue dans le trafic, je pense qu'il s'agit des Ahamada, donc le clan des Blacks. Mais selon plusieurs personnes, il est innocent et n'aurait rien à voir avec tout ça et son meurtre serait une vengeance du meurtre de l'ancien membre du clan des Gitans abattu dans la cité des Hirondelles quelques jours plus tôt. Seulement un jour après, le 24 juillet, un homme de 31 ans nommé Abdel se trouve dans la cité de la Bégude Nord dans le 13e arrondissement quand un groupe d'hommes surgit. Abdel se fait tirer dessus à 6 reprises avec un Glock. Il sera malheureusement mort. La scène s'est déroulée devant un groupe d'enfants qui a tout vu. Pour l'heure, on ne sait pas si ce meurtre est lié à celui d'Ibrahim ou à celui de la guérilla entre la paternelle et Bassins.
Encore le jour d'après, le 25 juillet, un homme se trouve tranquillement devant le métro Gaz dans le 15e arrondissement, là où les gens vendent tout et n'importe quoi, quand tout à coup une voiture arrive à sa hauteur et un homme ouvre le feu à plusieurs reprises. L'homme sera malheureusement décédé. Ce meurtre serait lié à une guerre pour le contrôle du trafic de cigarettes autour du marché aux puces et du métro Gaz. Quelques semaines avant, le 17 juin, des hommes armés ont poursuivi 3 jeunes de 18 à 20 ans du marché aux puces jusqu'à la rue de Lyon tout en leur tirant dessus devant des centaines d'habitants. Le scène avait particulièrement choqué. Les 3 jeunes ont été blessés mais sont en vie. Ce meurtre serait lié à cet incident. Et enfin, pour finir cette série macabre, le 28 juillet, vers 1h du matin, un homme nommé Imad qui se trouve dans un immeuble proche de la cité de la Paternelle est tranquillement chez lui quand un homme sonne à la porte. Imad ouvre et reçoit immédiatement cette balle dans le thorax. Par je ne sais quel miracle, Imad s'en sortira vivant. Cette tentative est encore liée à la guérilla qui fait rage dans le 14 et 15e arrondissement. Voilà pour tous les meurtres et tentatives connues qui se sont passés cet été, un des étés les plus violents que Marseille ait connu et l'été n'est même pas encore terminé. R.I.P. à toutes les victimes. Légende de rue épisode 4, Farid Berama, l'histoire du premier caïd des cités. Bonjour à tous, dans cet épisode je vais vous raconter l'histoire d'un des caïds les plus célèbres de Marseille, celui qui a mis les quartiers nord sur la carte du grand banditisme, le voyou le plus respecté dans les quartiers nord, je veux bien sûr parler de Farid Berama. Il n'y a officiellement jamais eu de mafia au sens habituel du terme à Marseille. On lui préfère les termes de pègre au début du XXe siècle, ou de milieu et crime organisé au XXIe siècle. Cependant, la France connaît bien une mafia qui s'est développée dans la continuité du colonialisme et du gaullisme, la mafia corse. La nature régalienne et centralisatrice du pays, malgré la compromission de certains élus comme Étienne Léandri, a toujours empêché la reconnaissance de cette mafia. Marseille et sa région sont le carrefour de nombreux trafics. Des grands noms y ont construit leur légende. De longue date, les corsos marseillais ont tissé leur toile jusqu'à Aix-en-Provence, régnant sur les machines à sous et sur le racket des restaurants et des boîtes de nuit. Dès la fin du 19e siècle, un milieu corse organisé existe à Marseille. Il naît des vagues d'immigration corse déclenchées par les crises agricoles de la fin du 19e siècle. Son domaine de prédilection est le proxénétisme. À Marseille, après la Première Guerre mondiale, les Corses éliminent aux alentours de 1919-1920 les Noirs et Antillais qui durant la guerre avaient pris le contrôle de la prostitution. Mais bien au-delà du trottoir, le milieu corse va se mêler au jeu, au trafic de drogue et au monde de la nuit. À Marseille, Paul Carbone, corse, et François Spirito, italien, dominent le crime organisé local. Mais, à la Libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur collaboration avec l'ennemi allemand exclut les Italiens des affaires marseillaises. Les Corses se retrouvent alors seuls sur le trône de Marseille. De 1945 à 1965, les fameux frères Guérini, Antoine et Barthélemy, reprirent le flambeau sur le quartier de l'Opéra, le plus beau parc de bars à hôtesses et d'hôtels de passe de la ville. Par ailleurs, ils jouent les agents électoraux pour les socialistes marseillais. Vers la fin de la guerre, le milieu corse va dominer le trafic d'héroïne transatlantique, des producteurs du sud-est asiatique, turcs et syriens en passant par les laboratoires de raffinage de Marseille en France jusqu'au marché de distribution qu'étaient les États-Unis. Ce réseau sera baptisé la French Connection. L'arrivage massif d'héroïne en provenance de France et les dégâts qu'elle provoquait sur les toxicomanes obligèrent le FBI et les autres services de renseignement américains à enquêter sur ces réseaux. Après 1945, l'opium de Turquie joua un rôle essentiel et sera notamment transformé dans les célèbres laboratoires marseillais où les chimistes corses sont réputés pour leur grande technicité. Dans les années 1970, les autorités américaines considéraient la mafia corse comme plus dangereuse et plus secrète que Cosa Nostra. Ceci venait du fait que le FBI et la CIA arrivaient à obtenir des informations sur les familles mafieuses américaines sur leur territoire mais rien sur les familles corses. La French Connection est démantelée vers la fin des années 1970.
Dès 1972-1973, à la disparition du clan Guérini et de la French Connection, le milieu marseillais connaît une période de déstabilisation profonde lorsque s'affrontent dans une guerre sanglante les clans des parrains Tanis Zampa et celui de la belle de mai de Francis le Belge et Antoine Cossu, marqué par une série de règlements de compte qui prend fin en 1985. Les grands patrons corses sont tous assassinés et les Corses se retirent donc de la partie. À l'issue de cette guerre des parrains, c'est Francis le Belge qui aura le contrôle de Marseille durant un certain nombre d'années, mais malheureusement le parrain marseillais sera assassiné en 2000. À partir de cette année, le milieu corse va reprendre le dessus. Les Corses ne s'étaient en réalité jamais retirés du banditisme à Marseille, mais géraient en fait leurs affaires en toute discrétion et attendaient le bon moment afin de remonter sur le trône. Après la mort de Francis, les Corses reprennent donc mainmise sur la ville, notamment sur les machines à sous très lucratives de la région. Un nouveau milieu corse se forme alors autour des frères Baresi, Campanella et Guérini. Dans le même temps, un nouveau phénomène commence à développer principalement dans les quartiers nord de la ville, pendant que les Corses et le milieu traditionnel Marseille se concentrent plus sur les machines à sous, les boîtes de nuit et la prostitution. Certains gangsters issus des grands ensembles du nord de la ville commencent à prendre le contrôle du trafic de stupéfiants. En effet, dès les années 1980, des réseaux importants de trafic de drogue se développent dans les cités défavorisées de la ville. Profitant de la hausse de la consommation de marijuana au sein de la population française, au moins 40 de ces grands ensembles se sont transformés en véritables supermarchés des drogues à l'échelle d'une vaste clientèle métropolitaine, parmi lesquels la Castellane, Campagne, l'Évêque ou encore Frévalon. À Marseille, on appelle ça le Frévalon. Là où naguère coulait des sources, on a coulé du béton. 8000 habitants, 60% d'immigrés, 12 ethnies ou nationalités. Un de ces caïds de cité qui commence à prendre le plus d'ampleur au début des années 2000 est un certain Farid Berama alias l'Indien alias le rôtisseur. Farid Berama était un ancien lieutenant de Francis le Belge, pionnier du néobanditisme dans les cités marseillaises et du trafic de cannabis dans ces quartiers. Il contrôle une grande partie du marché des stupéfiants dans les quartiers nord au début des années 2000. Dernier enfant d'une famille de 9 enfants, Farid est né en 1966 dans la cité du Parc Calisteux dans l'extrême nord de Marseille, l'une des cités les plus pauvres et dégradées de France voire d'Europe. Lorsque Farid atteint 14 ans, sa famille déménage à Salon, une commune pas très loin de Marseille et plus précisément dans la cité des Canourgues. Mauvais élève et peu assidu, Farid quitta l'école durant la même période, ce qui le laissa quasiment analphabète. Rapidement, il se met alors à commettre divers délits comme des vols de voitures et des cambriolages. À 22 ans, il passe quelques semaines en détention. Aux alentours de 1988, il se met à tremper dans le trafic de cannabis et alimente la cité des Canourgues en hashish. Durant sa vingtaine, Farid apprend qu'il est atteint d'un cancer. Il va alors se dire que puisqu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, autant se lancer à fond dans le grand banditisme et gagner le plus d'argent possible. À l'époque, Farid fait la rencontre d'un certain Éric Chaunet, un gangster confirmé qui opère aux alentours de Cavaillon et de Salon. C'est l'occasion parfaite pour Farid de mettre un pied dans le grand banditisme. Braquage, machine à sous, extorsion de fonds, Farid et son associé n'y vont pas de main morte. Le 3 septembre 1990, Éric Chaunet survit à une tentative d'assassinat perpétrée par la famille Belayel, des anciens associés devenus ennemis. Après cet événement, Éric va redoubler de violence. Seulement 10 jours plus tard, il assassine Hassem Belayel, pourtant porteur d'une gilet pare-balles. Le 3 janvier 1991, le corps d'un autre Belayel, Mustapha, est trouvé dans un canal. En 1994, Nicolas Belayel est assassiné au volant de sa BMW. 6 mois plus tard, c'est son frère Rachid qui est assassiné devant une dizaine de témoins dans une salle de vente à Aix-en-Provence. La famille Belayel fut complètement éradiquée par Éric, Farid et leur gang. Soupçonné par la police, Farid est arrêté en juin 1991 mais sera finalement condamné pour 4 années de prison pour vol. Durant son incarcération, Farid en profite pour combler ses lacunes scolaires. Il va également en profiter pour se lier avec Antoine Cossu alias Tony l'Aiguille, un braqueur par ailleurs beau-frère de Francis le Belge.
À sa sortie de prison en 1995, Farid retrouve son gang de salon, un gang multiculturel qui regroupe français, gitans et arabes. Quelque chose d'assez rare dans le banditisme à cette époque, mais fréquent dans les cités du sud de la France. Farid et sa bande intègrent ensuite le marché des machines à sous dans les bistrots. Chaque machine générait entre 1000 et 10 000 euros par an. Un bar en province, cela pourrait être n'importe où en France. Dans un coin de ce bar, un jeu vidéo, avec des joueurs qui se prennent au jeu, très pris même par le jeu. Il faut dire qu'ici l'enjeu n'est pas seulement le plaisir, on y joue pour autre chose. Ici là à 1700. Les jeux où l'on gagne de l'argent ne sont autorisés en France que dans les casinos ou dans les cercles. Pourtant, dans bien des endroits où ils sont interdits, à Paris, en province, on joue au grand jour. 300 balles, qui est très minimum. On joue sans se cacher, même si ces lycéens du sud-ouest nous ont demandé de masquer leur visage. On gagne des points qui se transforment en argent. Au fur et à mesure qu'il met des francs, et bien ça monte les parties. Et après, il gagne l'oseille, d'argent quoi. Et là, c'est combien? Là, c'est 507 francs. Les problèmes vont alors vite arriver pour Farid et son équipe car les machines à sous est un marché avec beaucoup de concurrents et les choses vont dégénérer après en mars 1997 après le meurtre du frère de Gaëtan Zampa pour une histoire de machines à sous. Durant cette période, le gang de Farid, surnommé gang des Salonnais, récupère de nombreuses machines à sous et réalise beaucoup de braquages de banques et de fourgons blindés. Grâce à ces actes, Farid monte rapidement dans le milieu criminel marseillais et fait forte impression. Il s'achète en 1996 2 boîtes de nuit. À cette époque, il va s'allier à des criminels extrêmement violents comme Recep Toksip, un ancien commando tchétchène, ainsi que Saïd Tir, le baron de la drogue de fond vert. Berama va par la suite s'installer à Marbella, une destination très prisée par les trafiquants français. Farid retrouve là-bas son associé Tony Léguy, le beau-frère de Francis le Belge, et met en place une filière de hashish afin d'alimenter les cités marseillaises. Farid, avec l'aide des anciens mafieux comme des jeunes de cité, va monter un réseau qui va lui rapporter entre 300 000 et 500 000 euros par mois. Adulé par la nouvelle génération de jeunes de cité, Farid va s'associer à la fin des années 90 avec un bon nombre de ces nouveaux caïds de cité dont il accompagna l'ascension. Parmi ces caïds on peut retrouver Jamel Merabet, les frères Adrar, Hakim Ben Ali, les frères Abderhamid et Boumediene Rerbal, Redouane Barra, Didier Garcia et Karim Bouganemi. Toute cette bande de caïds, qui est appelée les Gremlins par Farid, lui sera bien utile par la suite au vu des conflits qui vont éclater à la fin des années 90. En 1998, Farid et la bande des Salonnais sont au sommet de leur puissance, ils contrôlent un paquet de machines à sous et sont en bonne entente avec Francis le Belge et le clan corse de la Brise de Mer. Mais cette entente ne va pas durer au vu des sommes conséquentes qui sont en jeu. Le barbecue ne va pas tarder à s'allumer. Le 25 juillet 1998, Éric Chaunet, le bras droit et mentor de Berama, se fera assassiner de 15 balles sur le parking d'une discothèque à Cavaillon. Le 8 février 1999, un des Gremlins de Farid va recevoir 3 balles de canoncier dans le 16e arrondissement de Marseille. Il survivra mais une des balles sera déviée par son téléphone et va tuer le patron d'un bar qui se trouvait sur la trajectoire. En mai 1999, Farid va laisser sa voiture à un ami, ce dernier va alors se faire tuer par un commando armé qui lui tirera dessus à 53 reprises. Si Farid n'avait pas prêté sa voiture, il serait mort à ce moment-là car c'était lui qui était la cible de cette attaque. Le 5 octobre 1999, un trafiquant proche de Farid et sa bande est pris pour cible par 2 tireurs dans une salle de boxe. Il arrive à fuir par une porte dérobée mais malheureusement un lycéen innocent va prendre une balle perdue. La guerre s'intensifie et Farid va décider de se replier sur la Costa del Sol où il continuera à gérer ses affaires. Les problèmes s'enchaînent pour Farid car après une tentative de braquage échouée, la bande des Salonnais va finir par imploser. Les 2 frères Fuentes surnommés les fous pensent que leur associé Farid a fait assassiner Éric Chaunet et décident donc de l'assassiner. D'autant plus que des litiges se multiplient au niveau de la répartition des bénéfices des machines à sous et de la drogue. Le 21 novembre 2000,
2 membres du gang des Salonnais, Raphaël Liminana et Adbeljene Boudi, sont attirés par les frères Fuentes sur le parking d'un hôtel à Vitrolles. Bien qu'armés, ils ne purent rien faire lorsqu'un commando de 4 hommes déboula et les criblèrent de balles avant d'incendier leur véhicule à l'aide de cocktails Molotov. 2 semaines plus tard, un ennemi de Farid est retrouvé mort dans une voiture en feu près d'Aix-en-Provence. En avril 2001, Saïd Tir, ainsi que d'autres personnes, sont arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à éliminer les frères Fuentes. Ils étaient descendus de Paris afin de prêter main forte à Farid Berama. Les frères Fuentes vont fuir dans la région de Montpellier pour se protéger, mais un des frères sera arrêté avec un pistolet 9 mm, un pistolet mitrailleur et une grenade, tandis que l'autre frère sera retrouvé mort en octobre 2001. Farid Berama sera arrêté en Espagne le 30 novembre 2001 en possession de 900 kg de cannabis. Il sera extradé en 2004 vers la France. Entre-temps, plusieurs Salonnais tombèrent. Célestin Emma fut tué dans sa voiture par 2 individus, son frère fut tué par un commando de 4 hommes quelque temps après. Des ennemis de Berama seront également assassinés dans les années qui suivent. Ensuite, Berama va se friter avec un autre de ses associés, le fameux Tchétchène Rekseptopsi. 2 gremlins de Berama seront arrêtés alors qu'ils préparaient l'assassinat du Tchétchène, le pensant responsable du meurtre de 2 anciens associés de Farid. Les 2 gremlins seront condamnés en plus pour trafic international entre la Colombie, l'Italie et la France, et également pour 2 meurtres commis à Marseille. En 2004, Hakim Ben Ali, un des gremlins haut placés de Farid, sera assassiné par Tony, par un des hommes de main du Tchétchène. Dans la même année, un commando va tenter de venger Ben Ali et d'éliminer Tony, mais un patron de bar sera accidentellement tué à sa place. Tony va une nouvelle fois échapper à la mort quand une charge explosive sera positionnée sous sa voiture. Le véhicule prendra feu peu avant que Tony ne monte dedans. Le gangster sera finalement abattu le 8 juillet 2005 devant son domicile. Cette guerre de gang va se terminer le 18 juin 2007. Un proche de la première heure de Farid, Laurent Trichard, sera abattu alors qu'il se trouve dans un snack marseillais. L'assassin présumé n'est autre que Jean-Baptiste Fuentes, un parent des frères Fuentes. Farid Berama étant incarcéré de 2001 à 2005, il a pu éviter ce massacre, mais malheureusement pour lui, le gang des Salonnais est totalement anéanti. L'avantage est désormais du côté des équipes corses, et en décidant de s'attaquer à eux, Farid va causer sa propre perte. Durant l'incarcération de Berama, les clans corses avaient accru leur influence à Aix et Marseille. Le gang de la brise de mer investissait énormément de ses bénéfices dans diverses activités. Néanmoins, le clan des Corses a subi pas mal de problèmes. Plusieurs membres importants se sont retrouvés derrière les barreaux pour des très longues années. Mais avec la chute des grosses têtes corses, un autre insulaire va désormais prendre le contrôle. Il s'agit de Ange Toussaint Federici. Il va s'entourer de durs à cuire et former la bande des bergers. Il va profiter de la faiblesse du clan de Berama et des autres clans corses afin de s'imposer à Aix-en-Provence, dans le Var et dans le Vaucluse. Il va notamment s'emparer de plusieurs boîtes de nuit appartenant anciennement au gang des Salonnais. Cet acte est inadmissible pour Farid, le Marseillais va devoir réagir de manière musclée, mais cette fois l'adversaire s'avérera trop puissant. En 2005, Farid Berama est libéré de prison. Son gang étant pratiquement décimé, il va réussir à monter une nouvelle équipe en s'appuyant sur des jeunes des quartiers nord de Marseille et réussira à reprendre partiellement le contrôle du trafic de drogue. Parmi ses nouveaux soutiens, on trouve Bouraoui Gardaoui, 26 ans, qui avait pour objectif de mettre la main sur le réseau très lucratif de la Cité de la Solidarité dans le 15e arrondissement qui générait 200 000 € par mois. Gardaoui va alors rentrer en guerre avec Regaoui, le boss de la Solidarité. Le 24 décembre 2006, Gardaoui fut pris pour cible par un passager d'une Subaru, atteint de plusieurs balles, il décéda sur la scène. Regaoui ne survivra pas longtemps et sera à son tour exécuté 10 jours plus tard alors qu'il se trouve dans la Cité de la Solidarité. Le 10 décembre 2006, Didier Garcia, un des anciens gremlins de Farid, se fera rafaler à la Kalachnikov. Malgré ses pertes, Farid a toujours l'ambition de récupérer sa gloire d'antan et de régner sur le marché de la drogue, des boîtes et des machines à sous. Pour ce faire, il va s'entourer des frères Campanella.
Après avoir appris une récidive de son cancer, Farid estime alors qu'il n'a plus rien à perdre. Il va s'attaquer aux biens du Tchétchène, emprisonné, il va également s'attaquer aux actifs d'un certain Polonais, mais surtout il va tenter de devancer les Corses. Courant 2006, la tension entre Farid et les Corses monte d'un cran. Le 23 mars 2006, Roch Colombani, un proche du gang des bergers et du gang de la brise de mer, se fait littéralement effacer de la circulation par 60 balles. Au volant de son 4x4, Roch Colombani reçoit 60 balles de Kalachnikov. Il est enterré quelques jours plus tard dans le caveau familial du cimetière de Vitrolles. À partir de ce moment-là, les policiers sont convaincus que les jours de Berama sont comptés. Les Corses, fous de rage, vont alors commettre une opération digne des cartels mexicains sur Farid et sa bande. 10 jours plus tard, Farid et certains de ses hommes se trouvent dans la brasserie des Marronniers dans le 14e arrondissement de Marseille pour y regarder le match de Ligue des Champions Milan à Poincé. Qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club. Le cadre est magique, San Siro, 80 000 spectateurs, dont 9 000 supporters lyonnais. L'adversaire est prestigieux, l'AC Milan, c'est l'un des grands seigneurs européens. Une victoire ou un match nul avec des buts qualifierait l'équipe de Gérard. Vers 21h30, 3 véhicules stationnent devant le bar, 5 à 6 hommes cagoulés et armés pénètrent dans l'établissement devant des clients médusés. Bien qu'armé d'un Glock, Farid n'a pu faire le moindre geste et sera foudroyé de 14 balles mortelles. Un de ses lieutenants sera tué de 7 balles, l'autre décéda dans la nuit et un quatrième ainsi qu'un client fut légèrement blessé. C'est la fin du premier parrain des cités marseillaises. 2 jours plus tard, un de ses associés est éliminé sur le boulevard Baille. Un jour seulement après ce meurtre, Abderhamid Rebal, un ancien Gremlins de Farid, est exécuté sur un parking. Les Corses viennent d'anéantir toute l'organisation de Farid Berama. Certaines personnes pensent que Farid s'est en réalité laissé assassiner car il devait subir une opération quelques jours plus tard dont il n'était pas certain d'en sortir indemne, ce qui expliquera sa baisse de vigilance et le fait d'avoir notamment tourné le dos à la porte d'entrée. Quelques mois plus tard, Ange Toussaint Frédérici fut arrêté et jugé coupable pour le triple meurtre du bar des Marronniers. Voilà qui met un terme à cette incroyable histoire du trafiquant marseillais Farid Berama. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que Farid Berama aura laissé une trace indélébile dans l'imaginaire des Marseillais. Et, même s'il n'en reste pas moins un criminel sanguinaire, il possède également l'image positive d'un bienfaiteur pour les quartiers nord de Marseille, et de quelqu'un qui prenait toujours soin des siens. Voici une anecdote recueillie par un journaliste d'un habitant d'une cité de Marseille. Farid montait les escaliers et, en passant devant chez moi, il a vu ma petite de 8 ans qui pleurait. Il s'est agenouillé et lui a demandé pourquoi pleure-t-elle, et elle lui a montré les huissiers et les types qui vidaient tout chez nous. Farid a alors demandé au mec en costume à combien s'élevait ma dette, lui a passé un coup de fil. Ensuite il est monté sans rien dire. 20 minutes après, un type arrivait en scooter et filait 11 000 € à l'huissier en lui disant fermement de dégager sans poser de questions. Légende de rue épisode 5, Tourca versus Jougarel, la guerre de la Castellane. Bonjour à tous, dans cet épisode nous n'allons pas parler d'une personne ou d'un clan en particulier mais plutôt de 2 bâtiments, la Jougarel et le bâtiment K de la cité de la Castellane, la tour la plus célèbre de Marseille, qui n'est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui. Cette tour de 15 étages a hébergé pendant de nombreuses années le réseau de drogue le plus lucratif de France et était même connu au-delà des frontières françaises. Ce seul bâtiment a vu défiler des centaines de milliers voire des millions de clients, des milliers et milliers de kilos de drogue, ainsi que des centaines de descentes de police et de fusillades à répétition durant toute son existence. Cette histoire va retracer l'histoire de la Castellane et la guerre entre la Tourca et la Jougarel, qui a marqué le quartier pendant un certain nombre d'années. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais dire que la Castellane est une cité légendaire, c'est la cité la plus connue de Marseille, et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes de drogue, mais il y a une majorité de gens très bien qui vivent dans cette cité, énormément de talents, de rappeurs, de footballeurs, d'artistes, et de gens qui ont réussi leur vie viennent de la Castellane. Les habitants de ce quartier sont des gens qui sont très accueillants et ont le cœur sur la main.
Tout commence en 1969, c'est la construction de la cité de la Castellane. La cité est construite en même temps que la cité du Plan d'Aou et celle de la Bricarde. Elle est située dans le 16e arrondissement de Marseille, à l'extrême nord de la ville. La cité de la Castellane regroupait à elle seule 1249 logements à cette époque, ce qui faisait d'elle la troisième cité la plus grande de Marseille après Frévalon, 1493 logements à l'époque, et la Savine, 1391 logements à l'époque. La Tour K était le dernier bâtiment à être construit dans la cité, il a été construit en 1971. Du haut de ses 45 mètres, elle s'imposait comme un totem de béton au cœur de la Castellane. De son 15e et dernier étage, elle offrait une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Le célèbre ancien joueur et entraîneur français Zinedine Zidane est arrivé à la Castellane dès la fin de la construction de la cité en 1972. Il a notamment vécu dans le bâtiment G, qui sera détruit en 2019. Nous sommes à la Castellane. Plus de 6600 personnes vivent ici. Un air de favelas, ces quartiers miséreux du Brésil. Dans ces tours HLM, il y a en fait autant de nationalités que de pays qualifiés pour le mondial. Et c'est là, sur cette dalle, que Zizou a fait ses premiers pas, ses premiers dribbles. La cité de la Castellane devient rapidement l'une des cités les plus peuplées de Marseille avec environ 6000 habitants, et c'est également une cité très cosmopolite. On trouve absolument toutes les origines dans le quartier. Ensuite, peu d'années après sa construction, à cause du nombre important d'habitants sous le seuil de pauvreté et l'architecture particulièrement fermée de la cité qui fait penser à une forteresse, la criminalité augmente de manière drastique à la Castellane. Vol de voitures, cambriolages et rackets sont monnaie courante dans le coin à cause des jeunes de la Castellane, qui souffrent du manque d'emploi dans le secteur. Dans la cité, un habitant sur deux a moins de 25 ans, et seulement 21% des jeunes ont un emploi. Le tournant pour la cité de la Castellane arrive au début des années 80. C'est à cette période que les quartiers nord de Marseille vont peu à peu se transformer en des empires de la drogue avec l'abondance du hashish en provenance du Maroc, notamment grâce à des caïds comme Farid Berama. Durant cette période, la cité de la Castellane s'impose comme l'un des plus gros réseaux de drogue marseillais. Durant les années 1990, beaucoup d'héroïne circule dans la cité et de nombreux toxicomanes commencent à traîner dans les parages. Des enquêtes ont démontré qu'il y avait environ 80 habitants toxicomanes dans la cité. La vente d'herbe et de shit commence également à se développer à très grande échelle. Durant les années 90, jusqu'au début des années 2000, le réseau de drogue de la Castellane est assez bien structuré. Il existe seulement un seul réseau contrôlé par un ou plusieurs patrons. Tout le monde est en assez bonne entente. Tout va changer en 2006 avec la mort de Farid Berama et des autres grosses têtes des réseaux marseillais. À partir de là, le réseau de la cité de la Castellane va commencer à s'éclater en plusieurs réseaux distincts. Le réseau le plus puissant sera alors celui de la Tour K, la forteresse du quartier, suivi du réseau de la Jougarelle, et également d'autres réseaux. À cette époque, on pouvait compter à peu près 5 réseaux rien que dans la cité de la Castellane. Les 5 réseaux sont respectivement la Tour K, la Jougarelle, le Porche, les Ombrelles, et un autre situé sur la rue de l'Espinade. La Tour K était le plus gros point de deal du quartier, de Marseille, de France, et était même un des plus gros points de deal mondial à une certaine époque. À son heure de gloire, il rapportait jusqu'à 80 000 € par jour. Certains vont croire que c'est un mensonge mais il n'en est rien. On sait que dans les années 2000, le plus gros point de deal du monde était levé les Discampia, les fameuses tours en forme pyramidale situées au nord de Naples. Ces tours étaient contrôlées par la Camorra, la mafia napolitaine. Chaque bâtiment rapportait jusqu'à 500 000 € par semaine. Si on compare avec la Tour K, à son meilleur moment, cette dernière rapportait jusqu'à 80 000 € par jour. On multiplie cela par 7 et cela fait 560 000 € par semaine. Donc à une certaine époque, la Tour K était le plus gros point de deal mondial. En tout cas d'Europe, cela est certain. Et si on rajoute les 4 autres réseaux, cela donne bien entendu des chiffres ahurissants. Les gens doivent se rendre compte qu'à cette époque, la Castellane était vraiment le réseau ultime. Je me rappelle quand j'étais petit, absolument tout le monde dans les quartiers voulait aller guetter à la Castellane parce que c'était le réseau qui payait le mieux les guetteurs. On pouvait se faire sans voir 150 € par jour rien qu'en faisant le guet.
Des gens de tout le sud de la France faisaient la queue pour se procurer de la drogue à la Castellane. De plus, le quartier est proche de l'autoroute du littoral, ce qui le rend très accessible et donc forcément cela permet d'attirer une grande quantité de clients. Au nord de Marseille, voici la cité de la Castellane. En 10 ans, c'est devenu l'un des plus grands supermarchés de la drogue en France. Un quartier idéalement situé pour les dealers et leurs clients, à l'entrée de la ville et en bordure d'autoroute. Ça offre des conditions favorables pour importer de la drogue. C'est bien aussi pour les consommateurs qui trouvent là un lieu sûr où ils peuvent garer leur voiture. Et les affaires sont florissantes. 50 000 € de chiffre d'affaires par jour et par point de vente. Le dernier point qui rend la cité incroyablement propice au trafic de drogue est que l'architecture de la cité étant très particulière, il est quasiment impossible pour la police de faire des descentes car il n'y a pas beaucoup d'entrées et il est presque impossible d'y circuler en voiture. Ce sont tous ces éléments qui ont fait que la Castellane soit devenue l'un des plus grands fours du monde. Bien entendu, ce réseau de drogue aussi rentable a attiré la convoitise de nombreux trafiquants mais également de la police. Au début des années 2010, le réseau de la Tourque a été contrôlé par un certain Nordine Achouri, alias Nono. Nono était un jeune originaire de la cité de la Castellane et c'était lui qui gérait le trafic de la Tourque au début des années 2010. Il gérait donc le réseau le plus puissant de France, le jeune avait donc un train de vie digne d'un millionnaire. Il flambait au casino, câlinait son cheval ou bronzait à Marbella pendant que le shit s'écoulait par kilo dans la cité de la Castellane. À 31 ans, Nordine Achouri possédait une Rolex, s'offrait des nuits en hôtel 5 étoiles et pouvait assouvir sa passion pour les voitures de luxe. Il possédait même un cheval d'une valeur de 4 000 € et ne se déplaçait jamais sans son chauffeur au sein d'une de ses voitures de luxe. Lorsqu'il ne gère pas le trafic, Nordine Achouri est en vadrouille. Des séjours au ski ou au soleil, pendant lesquels Nordine, qui se dit dépendant au tabac, au cannabis, à l'alcool et au sexe, reçoit des milliers d'euros par mandat cash, expédié depuis la Castellane, pour flamber. Nordine écume les salles de jeu, comme un acharné, avec un faible pour le blackjack, en France, en Espagne et au Maghreb. Sans avoir forcément la main heureuse, au casino de Monte-Carlo, il perd 27 000 € en 6 mois. Nordine est donc le roi de Marseille à cette époque, mais être le roi, dans une ville comme Marseille, n'est jamais une bonne chose car les ennemis ainsi que la police ne comptent pas vous laisser tranquille. Nordine va tout d'abord échapper à une tentative d'assassinat en début 2013. Quelque temps après, durant 6 mois, la police va installer des caméras partout dans la cité sans que les trafiquants ne s'en aperçoivent. Pendant les 6 mois, la police a pu observer tous les acteurs de ce gigantesque réseau de la Tourca, du guetteur, au chef en passant par le dealer, la nourrice, les gérants, les ravitailleurs, les tireurs, les clients et les grossistes. En tout, la police a arrêté une 60aine de personnes, elle avait des photos et vidéos d'absolument tout le monde, personne n'a été épargné. Lors de la grosse descente, certaines nourrices ont essayé de jeter des sacs remplis d'argent par la fenêtre. En une journée, la police a récolté 1,3 million d'euros en liquide, une saisie record. De prison à laquelle a été condamné Nordine Achouri, ce caïd de 33 ans, a été reconnu coupable de diriger l'un des principaux trafics de cannabis à Marseille qui générait plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour au sein de la cité de la Castellane. En tout, 27 personnes ont été condamnées, des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme ont été prononcées contre les autres membres présumés de ce trafic dit de la Tourca. Après cette descente spectaculaire et l'arrestation de Nordine, le réseau de la Tourca ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Et bien que Nono soit en prison, lui et ses associés continuent d'avoir la main mise sur le plus gros point de deal de France. À la cité de la Castellane, pendant que Nordine et les nouveaux chefs brassent des millions avec leur Tourca, un autre réseau commence à monter en grade et prendre de l'ampleur. Il s'agit du réseau de la Jougarelle. La Jougarelle est en réalité une rue de la Castellane qui contient un seul immeuble qui est situé en hauteur par rapport au reste de la cité. La Jougarelle, qui est également appelée l'entrée, est un bâtiment qui peut presque être considéré comme une cité à part entière. Contrairement à la Tourca, la Jougarelle est accessible en véhicule et est située au bord de la route. À cette époque, les chefs de la Jougarelle sont un certain Seif Kadri et un certain Salim Tachwaft, deux autres jeunes également originaires de la cité.
Salim est un homme réputé d'être un gros bagarreur et il fait peur à beaucoup de monde. Seif et Salim sont des jeunes ambitieux, et voyant que Nono brasse d'incroyables sommes avec la Tourka, ils vont décider alors de tout faire pour s'emparer de son réseau. La Jougarelle et la Tourka étant les deux plus gros réseaux du quartier, celui qui les détiendrait serait alors inarrêtable. À ce moment, la Tourka et la Jougarelle rapportaient chacun environ 50 000 € par jour. Les autres réseaux comme celui du Porche brassent également de sommes importantes mais ne sont pas entrés dans ce conflit. Ils restent neutres dans cette histoire. En 2014, un jeune nommé Zakaria, membre du gang de la Jougarelle, disparaît soudainement sans laisser de traces. Cette disparition est très probablement liée à la guerre naissante avec la Tourka. À l'heure d'aujourd'hui, ce pauvre jeune n'a toujours pas été retrouvé. Ses proches ainsi que la police pensent qu'il est sûrement décédé. Ensuite, après plusieurs mois de tension, de fusillades et de disparitions, la guerre entre les deux réseaux atteindra son apogée en 2015. Tout commence le 9 février 2015, le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, est en visite dans la cité de la Castellane. La venue du premier ministre est donc encadrée par une forte présence policière. Dans le même temps, Seif et Salim se préparent à la Jougarelle. Ils sont habillés en treillis militaires avec des gilets pare-balles et sont accompagnés d'un commando de 15 hommes et une femme, cagoulés armés jusqu'aux dents avec des AK-47, des talkie-walkie et des tenues militaires. Le commando va se diriger vers la Tourka et tire une salve de coups de feu en l'air. Le commando est en réalité un groupe d'hommes et femmes originaires des pays de l'Est qui ont été engagés par Seif, le patron de la Jougarelle, afin de récupérer par la force le réseau de la Tourka. Seif, Salim ainsi qu'un autre homme s'étaient rendus à Munich dans un camp de réfugiés kosovars afin de recruter des personnes pour mener leur opération sur la Tourka. Revenons à l'assaut. Pendant que le commando essaye de s'approprier la Tourka, il croise plusieurs voitures de police qui sont là pour la venue du Premier ministre. Le commando ne va alors pas hésiter à tirer sur les véhicules de police et un échange de coups de feu a lieu en plein cœur de la Castellane. Une véritable scène de guérilla urbaine est en train de se produire dans la cité. Le scénario des faits qui se sont déroulés depuis ce matin. À l'origine, c'est un différend entre deux bandes rivales. Aux alentours de 9h, 10 hommes cagoulés, armés de kalachnikov et d'armes automatiques, tirent en l'air comme pour marquer leur territoire. Selon un témoin, une habitante appelle les forces de l'ordre. Et là, 3 véhicules, pas un, comme je le disais précédemment, arrivent avec le 2 tons dans la cité phocéenne, de la Castellane pour rassurer la population. Ils s'engouffrent dans cette cité, arrivent dans une impasse et essuient eux-mêmes des tirs de ces mêmes individus cagoulés. Ils sortent de leur véhicule, se mettent... En tout, près d'une 60aine de coups de feu seront tirés. Le quartier est alors confiné, le Premier ministre est mis à l'abri, et le commando prend la fuite et se replie dans un appartement du quartier. Après leur fuite, la police a réussi à découvrir l'appartement où le commando s'était caché ainsi qu'une BMW série 3 ayant servi au commando. Dans cet appartement et dans le véhicule sera retrouvé 7 Kalachnikov, 308 munitions d'AK-47, 357 Magnum, 2 fusils à pompe, 7 kilos de cannabis, des gilets pare-balles et du matériel de communication et de brouillage d'ondes. Un véritable arsenal paramilitaire. À cause de la police, Seif et son gang de la Jougarelle n'arrivent pas à récupérer le réseau de la Tourka. Après cette opération d'une extrême violence digne d'un cartel mexicain, la violence va encore monter d'un cran. 3 jours après, le 12 février 2015, le rappeur Naps tourne son clip, préparez-vous, dans plusieurs cités et notamment dans la cité de la Castellane. Dans ce clip, on peut apercevoir brièvement le jeune Atem sur son T-Max. Atem est un jeune faisant partie du réseau de la Tourka. Durant le tournage du clip, plusieurs jeunes de la Tourka ainsi que de la Jougarelle sont présents. Une altercation éclate alors entre les jeunes des différents groupes. Des coups de feu sont tirés mais personne n'est blessé. Quelques heures après, Atem se trouve en bas de la Tourka. Il est à son poste de dealer quand Seif, le jeune chef de la Jougarelle, surgit dans la pénombre et tire à une 20aine de reprises sur Atem. Le jeune arrive à esquiver toutes les balles sauf une. Cette balle traversa sa pommette et arrivera malheureusement dans sa tête. Atem meurt sur le coup. 2 autres balles ont fini dans des logements voisins.
Durant ce meurtre, Seif a malencontreusement fait tomber une sorte de cache-nez sur lequel sera retrouvé son ADN. Le meurtre de Hatem ne va pas rester impuni. Le gang de la Tourka va lui aussi faire parler la poudre. Le 19 avril 2015, le frère d'un des chefs du réseau de la Jougarelle se trouve dans la cité Bourly, une cité proche du parc Caliste de la Solidarité. Aux alentours de 18h30, il monte tranquillement dans sa Mercedes classe B et s'apprête à quitter la cité. Il est au niveau du bloc 34 quand des hommes planqués dans une Renault Kangoo sortent du véhicule et ouvrent le feu avec des pistolets 9 mm. La victime sera atteinte de 3 balles dont une dans la tête. C'est un véritable guet-apens. La voiture des tueurs, la Kangoo, a été retrouvée incendiée dans la soirée à la cité La Savine, dans le même 15e arrondissement de Marseille. Peu de temps après, la police va mener une nouvelle opération de grande envergure, mais cette fois-ci sur le réseau de la Jougarelle. Tous les chefs seront alors arrêtés, le commando de Tchétchène sera également arrêté, la police a saisi aussi 11 kg de drogue, 51 000 € en liquide ainsi que 6 armes de poing et 3 fusils automatiques. Seif et Salim seront arrêtés alors qu'il avait fui à Saint-Denis, dans la région parisienne. Seif sera condamné pour avoir recruté et géré le commando ainsi que pour le meurtre d'Hatem. Salim sera également condamné. En tout 30 personnes seront inculpées dont le chauffeur de la femme politique marseillaise, Samia Ghali, qui était impliqué dans ce réseau. Après cela, le réseau de la Jougarelle ainsi que celui de la Tourka vont continuer à générer d'énormes revenus. De nouveaux chefs ont pris le relais et finalement le gang de la Tourka va réussir à absorber complètement le réseau de la Jougarelle. Malheureusement pour les trafiquants et heureusement pour les habitants, la ville a décidé, en 2017, à cause des nombreux problèmes liés à la drogue, de démolir la Tourka, la tour emblématique de la Castellane vieillisse alors ces dernières années. En 2020, la démolition commence, les 91 logements de la tour sont réduits à néant petit à petit, pas de démolition spectaculaire. Durant la démolition, les ouvriers se faisaient quotidiennement contrôler par les trafiquants pour vérifier que ceux en sont pas des policiers. En 2021, il ne reste désormais plus rien de la Tourka, le réseau le plus légendaire de Marseille n'existe plus, et emporte avec lui tous les drames qui s'y sont produits. Aujourd'hui, la cité de la Castellane compte toujours beaucoup de points de deal et est toujours un des plus gros réseaux de drogue de France. La ville a décidé de démolir la tour afin de mettre fin aux problèmes de drogue, mais également de pouvoir construire une avenue qui va couper en deux le quartier, ce qui devrait donc désenclaver la cité et permettre une meilleure intervention policière. Mais avec la fin de la tour, les réseaux de la Jougarelle a repris du poil de la bête. Mais, c'est surtout celui du Porsche et des ombrelles qui ont pris la plus grosse ampleur. Espérons que leur cohabitation ne se termine pas comme celle entre la Tourka et la Jougarelle. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, quoi qu'il en soit, malgré que la Tourka soit une tour qui était célèbre pour le trafic, il ne faut pas oublier que des personnes ont vécu dans cette tour toute leur vie, et la détruire c'est comme leur enlever une partie d'eux-mêmes. Je pense aux familles qui ont perdu leurs proches dans cette tour. Cela ne doit pas être facile pour eux de voir tous les souvenirs s'envoler en même temps que la tour, que toutes les victimes qui ont péri dans ces guerres de la drogue au sein de la cité de la Castellane reposent en paix.